Et là, ils sont en pleine traversée du désert. Je pense pas qu'on peut s'attendre à ce que demain soir, on se couche et on dit « Ouf! » Emmanuel Latraverse. Bien que le gouvernement maintient que pour l'instant, on n'en est pas là. La rencontre, Abdel Fadel, Latraverse. Emmanuel, drôle de période où on parle d'éducation. Évidemment, les grèves sont sur toutes les lèvres. Mais là, voilà qu'aujourd'hui, on apprend que les jeunes Québécois, les étudiants, les étudiants sont parmi les meilleurs en maths dans les scores PISA. Et ça, c'est pas la première fois, là. Non, puis je trouvais que c'était important de le souligner. Ça fait 3 mois qu'à chaque fois qu'on parle d'éducation, on dit que ça va mal. Hein? Les profs sont épuisés, il y a trop d'élèves en difficulté. C'est comme si c'était le goulag, que c'était le bordel, que l'éducation au Québec, c'était un échec total. Mais là, justement, l'OCDE a publié le dernier compte-rendu là, de ces fameux scores PISA. C'est des tests standardisés à l'échelle de la planète. Là. Il y a quand même 700 000 élèves dans 81 pays qui passent ces examens-là. Au Canada, il y en avait 23 000 dans 867 écoles. Donc, ça permet vraiment de dégager certaines tendances. Puis, effectivement, ça vaut la peine des fois de le dire que quand on se compare, on se console. Ouais. Le Canada est dans le top 10, toutes matières confondues. Puis, à l'intérieur du Canada, le Québec est premier en sciences, il est au 4e rang en lecture. Donc, finalement, on se rend compte que, oui, il reste des inégalités dans notre réseau d'éducation. Oui, il y a des problèmes à régler. Oui, il y a des inquiétudes. Mais la réalité demeure qu'on a un réseau d'éducation qui performe bien. On passe notre vie à se comparer aux Finlandais, aux Français, etc. Ben, finalement, ce que ça révèle, c'est que globalement, dans son ensemble, notre réseau d'éducation n'a rien à envier aux autres. Puis je pense que c'est vraiment important de le souligner. Ça illustre le talent, la détermination des professeurs, des enseignants, des programmes. Puis bien c'est ça, de rappeler que tout va pas mal, des fois, c'est peut-être important de le dire, tu sais. Emmanuel, je vais faire appel à l'astrologue en toi, là, qui lit l'avenir, qui lit parmi les étoiles qu'est-ce qui va nous arriver. Les enfants vont-ils revenir à l'école avant Noël? Je ne sais pas. C'est très difficile à lire aujourd'hui, hein, parce que on comprend que donc, hier après-midi, la FAE a fait une contre-offre, mais très formelle, où on disait répondre aux exigences de souplesse, etc. du gouvernement. Hier soir, le gouvernement est revenu avec ce que Mme Sonia Lebel, la présidente du Conseil du Trésor, décrit comme une offre pour dégager un règlement. Donc, tu penses que, on est dans le dernier crunch, mais quand tu vois la réaction de la FAE, c'est essentiellement de dire, dans mes mots, que c'est du travail bâclé qu'a fait le gouvernement. Pourquoi? Parce qu'on fait valoir que c'est une offre verbale qui ne contient qu'une page et demie d'annexes écrites. Alors, moi, j'ai de la misère à comprendre comment sur une convention collective de 456 pages où tu parles de composition des classes, d'autonomie des profs, de souplesse dans l'affectation, qu'une offre verbale avec une page et demie d'annexes est une offre sérieuse et globale qui permet de dégager une entente. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, ce que ça me dit, c'est que là, finalement, là, on négocie pour de vrai. On n'attend plus 3 semaines, 1 mois, qu'il y a un va-et-vient, que ça va assez vite pour que parfois on prenne pas le temps de tout codifier ça. Et le fait que le gouvernement ait jusqu'à déposer une offre verbale avec juste des petites annexes sur le côté, ben ça montre aussi que le gouvernement commence à être pressé de régler. Mais qui dit offre verbale, c'est aussi de dire avant de perdre trop de temps, essayer de la codifier, puis de la mettre sur papier, puis de la coucher, puis à zigner sur les mots, les virgules, puis les points, là. On a-tu une entente de principe qu'on pourrait avancer si on vous propose ça? Oui, non, ou est-ce qu'on continue de se parler? Ben, c'est ça, mais c'est la raison pour laquelle, en vérité, la FAE l'a pas rejeté, puis est en train de... Moi, ce qu'on m'explique en coulisses, c'est que là, en ce moment, on est en train de l'analyser, cette offre-là, et de voir s'il y a assez d'éléments là-dedans qui méritent de retourner auprès des différents syndicats qui forment la FAE pour voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Puis pendant ce temps-là, objectivement, on continue de négocier. Moi, ce qui m'apparaît évident, cependant, c'est que ce n'est pas une convention collective qui va permettre de régler tous les problèmes parce que dans les enjeux qui sont identifiés, il y en a qui sont assez lourds et assez complexes
qu'on ne peut pas régler ça Ben non. rapidement en quelques jours. Et je pense que c'est là-dessus qu'on travaille en ce moment, c'est d'essayer d'élaborer, c'est qu'est-ce qui doit être codifié dans une convention collective et qu'est-ce qui, pour faire preuve de bonne foi, et garantir une mise en œuvre intelligente de la convention collective, parce que c'est aussi ça le problème. Hein? Si tu négocies puis est mis en œuvre tout croche, ça sert à rien. Hein? Non, Donc, ça. comment tu fais après ça? C'est quoi la feuille de route? Est-ce que c'est des annexes? Est-ce que c'est des lex d'entente? Donc, ça bouge, mais le problème, c'est, mettons que la FAE règle jeudi midi, Peut pas puis que le rentrer en Front place. commun n'a pas réglé, mais les enfants du Québec sont pas plus avancés entre toi puis moi. Là. Donc, c'est ça aussi l'enjeu. Puis là, est-ce que une entente avec la FAE va permettre d'accélérer les choses avec les éléments éducation du Front commun? Mais le Front commun, c'est un Front commun, ça couvre tout le monde, pas juste les profs. Là. Alors, moi, je suis pas prête à dire que les enfants vont retourner à l'école d'ici la fin de la semaine parce qu'il y a trop d'éléments qui s'emboîtent les uns dans les autres, mais je pense que tout le monde peut être encouragé de voir que ça commence à aller vite. Donc, c'est déjà une nette amélioration après avoir passé 11 mois à se regarder dans le blanc des yeux, puis 3 semaines à jouer à qui est le plus fort, tu sais. C'est tellement dommage qu'on en soit rendu là à la veille de Noël. Sinon, il y a ce comité des sages dont la composition a été révélée aujourd'hui. Donc, moi, j'en conclus qu'il n'y en a pas de trans ou de non-binaires qui sont assez sages aux yeux du gouvernement pour pouvoir siéger au comité des sages. Je savais que tu allais réagir comme ça. Il y a alors, pour rappel pour nos auditeurs, controverse sur les toilettes mixtes, non-genrées, tous ces trucs-là dans les écoles, le gouvernement décide de confier à Mme Suzanne Roy, qui est la ministre de la Famille, donc qui n'est pas une énervée, là, l'idée de mettre sur pied un comité de sages. Qu'elle allait réfléchir à ça. Alors, qui on a choisi? Diane Lavallée, ancienne présidente du Conseil du statut de la femme, présidente de la Fédération des infirmières, ancienne correctrice publique. Jean-Bernard Trudeau, un ancien directeur adjoint du Collège des médecins. Et Patrick Taillon, constitutionnaliste à l'Université Laval. Donc, Mais surtout, là-dedans, il y a... chroniqueur de notre collègue Antoine Robitaille à la haut sur la Oui, colline. qui vient de perdre son chroniqueur C'est constitutionnel et qui est très déprimé, avis à tous. Alors, moi, je regarde ça, puis je dis à première vue, wow, c'est intelligent. Là-dedans, il y a le pôle social, il y a le pôle médical, et moi, ça me réconforte énormément qu'il y ait le pôle légal, parce qu'on l'oublie dans ces débats-là, mais c'est quand même les lois qui régissent les fonctionnements de la société. Maintenant, il n'y a personne de la communauté LGBTQ, trans, et etc. Et il est là le débat. Le comité va travailler main dans la main ou avec l'appui du Conseil LGBTQ, mais le gouvernement dit que ce n'est pas un comité de revendication et de représentation, et c'est la raison pour laquelle on n'a pas nommé quelqu'un de cette communauté-là sur ce comité de sages. Je suis très ambivalente. Je comprends la communauté LGBTQ d'être en colère. C'est comme si tu disais, on va faire un comité de sages sur le droit à l'avortement, puis il n'y aura pas de femmes dessus, tu sais. Ben oui. Ou sur l'équité salariale, sans femmes. On aurait un conseil du statut de la femme sans aucune femme. On pourrait avoir un comité scientifique et technique sans aucun scientifique. Marcherait-tu, ça? Mais en même temps, puis je comprends le gouvernement de s'être méfié du fait de nommer quelqu'un de cette communauté-là. C'est que premièrement, tu nommes qui? Et c'est pas un mouvement qui est uniforme, où il y a des tendances idéologiques il y a des courants idéologiques très différents. Puis là, la crainte, je pense, et ma compréhension du gouvernement, c'était qu'en nommant un représentant, bien que ça vienne importer dans la réflexion les affrontements idéologiques qui existent, alors que le but, c'est de sortir la réflexion de ces courants idéologiques. Mais ça illustre cette question-là, à quel point tu peux pas t'en sortir de ces enjeux-là. C'est tellement litigieux. Oui. Puis, c'est même pas comme si c'était des experts, même s'ils sont pas non-binaires, même s'ils sont pas trans, les 3 experts qui ont un très bon CV par ailleurs. C'est pas comme si eux, ils étaient des spécialistes de la question. Il y a des spécialistes des questions. Mais c'est le but d'avoir un comité de sages. C'est que tu nommes pas des spécialistes, tu nommes des gens qui vont solliciter l'expertise de plusieurs
et qui vont réfléchir. Puis, ceci étant dit, moi, je trouve que le mandat du comité est intéressant. Parce Oui. que sa job, c'est pas de dire au gouvernement quoi légiférer, quoi changer, mais c'est de dire, on peut-tu regarder c'est quoi les règles au Québec en ce moment? Tu sais, parce qu'on parle de ça tout le temps, ben pas tout le temps, mais assez souvent, puis personne sait ou comprend les règles, les politiques publiques. C'est quoi les politiques dans les écoles? C'est quoi les politiques sur la façon dont on enseigne l'identité de genre à l'école, à 5 ans, à 4 ans, à 7 ans au secondaire? Alors, d'essayer de recenser ce qu'il y a et d'en tirer les consensus, essayer de voir c'est quoi les conséquences de ça. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Est-ce que c'est appliqué? Au moins, essayer de dresser une base factuelle sur laquelle avoir la suite de la discussion. Mais c'est sûr qu'en ayant refusé de mettre quelqu'un de la communauté sur le comité, je pense que le gouvernement voulait rassurer la majorité, mais en même temps, il met une pression monumentale sur les épaules de ce comité de sages-là d'en arriver à un consensus qui va réussir à être inclusif. Puis la phrase la plus intéressante que j'ai entendue de toute la conférence de presse, c'est Patrick Taillon, le constitutionnaliste, qui l'a dit, il dit « Le défi dans notre réflexion, c'est d'en arriver à comment avoir des règles dans la société qui fait qu'on va inclure sans effacer. » Oui. Puis je trouvais ça vraiment bien. Mais avoir la perspective de quelqu'un qui connaît ça, Mais pas pour remplacer quelqu'un d'autre, mais en complémentaire, même si cette personne-là est minoritaire dans ce comité-là, me semble que ça allait de soi, je peux pas croire. Ça allait de soi, mais en même temps, c'est clair que le gouvernement sentait qu'il aurait à choisir une personne à l'intérieur des différents courants idéologiques. Et donc, son pari, c'est d'avoir ce comité de sages-là qui va travailler en partenariat avec le Conseil LGBT du Québec. Puis, c'est intéressant que le Conseil LGBT dit qu'ils sont déçus, qu'ils sont fâchés, qu'ils sont pas contents, mais qu'en même temps, ils vont le faire, le travail. Donc, ils donnent le bénéfice du doute. Mais ça illustre, je pense, à quel point c'est loin d'être... Tu sais, tu veux pelleter la question à un comité de sages pour désamorcer l'enjeu, mais c'est tellement polarisant et politique que finalement, moi, là, je pose la question, est-ce que le gouvernement ne s'est pas embourbé encore davantage avec ce comité-là, tu sais? Je me pose vraiment une question là, hyper théorique, là, puis évidemment, j'accuse personne de rien ici, mais est-ce que quelqu'un pourrait considérer que la composition de ce comité est discriminatoire? Parce qu'on dirait qu'on a fait un effort pour ne pas avoir un membre de la communauté LGBTQ. Tu sais, on dirait que le gouvernement a fait un effort supplémentaire pour dire, tu sais, c'est-tu discriminatoire? Ben, c'est le reproche qui est fait, on s'entend, là. Ouais. C'est clair que c'est le reproche qui est fait. Mais moi, je trouve que ça redouble la pression sur les épaules du comité parce que ça les affuble d'une suspicion en partant. Puis je peux pas croire qu'on n'aurait pas pu trouver quelqu'un de la communauté LGBT qui aurait fait consensus et qui aurait pu faire figure de sage dans cette communauté-là, c'est certain. On partage ici la même vision. Emmanuelle Latraverse, merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.